Est-ce qu'Israël est en train de commettre un génocide à Gaza? À cette tribune, certains ont du mal à qualifier ce qui se passe à Gaza. Oui, c'est un génocide et il faut le dénoncer comme tel. Et le Parti socialiste aujourd'hui parle de génocide en cours à Gaza, donc. Moi, je parle de génocide en cours parce que, vous le savez, en fait, la Convention de 48... Vous n'estimez pas aujourd'hui qu'il y a des limites à cette intervention? Il n'y a aucun génocide. Un génocide, les mots ont un sens, ou alors ils n'en ont plus. Je dis, Israël ne commet pas un génocide, cette guerre lui a été imposée. Over time, many genocide scholars who and legal experts in international law, who, like me, have been very cautious about applying this term, have gradually come to the conclusion that what we're watching is genocide. And that's important in the sense that there is now, I think, a growing consensus over that view. Aujourd'hui, parler de génocide fait encore controverse. Et c'est vrai que si on pense que commettre un génocide, c'est éradiquer l'ensemble d'une population, alors oui, Israël n'en est pas là. Israël n'a pas éliminé l'ensemble des Gazaouis, et loin s'en faut. Autre point de controverse, la qualification de génocide, elle apparaît parfois comme politique. Parler de génocide, ce serait apparaître être de gauche, être anti-Israël, voire carrément être antisémite. Pourtant, force est de constater qu'avec le temps, décrire ce qui se passe à Gaza comme un génocide devient de plus en plus consensuel. Il y a plusieurs grandes ONG internationales spécialistes des droits humains qui le font. Je pense à la Fédération internationale pour les droits humains, à Human Rights Watch ou encore à Amnesty International. En septembre 2024, on a même un comité spécial de l'ONU qui a conclu que les actions israéliennes à Gaza présentaient des éléments caractéristiques d'un génocide. Emboîtant un peu le pas de ce rapport, on a de très nombreux rapporteurs spéciaux de l'ONU qui, en 2025, ont signé une tribune appelant à mettre un terme au génocide en cours à Gaza. Et au-delà des ONG et de l'ONU, on a surtout les meilleurs experts, la communauté internationale des chercheurs spécialisés dans la question du génocide qui commence à s'accorder pour décrire ce qui se passe à Gaza comme un génocide. Bien sûr, au début, certains chercheurs étaient réticents à parler de génocide, mais petit à petit, à partir de la mi-2024, les chercheurs ont commencé à changer d'avis. Oui, il s'agit bien, selon eux, d'un génocide. Et parmi ces spécialistes du génocide, on trouve de nombreux chercheurs israéliens de premier plan, comme Shmuel Lederman, Raz Segal, Omer Bartov ou encore Amos Goldberg. Prenons Goldberg, cet historien nous dit « Oui, ce qui se passe à Gaza, c'est pas Auschwitz, mais il s'agit bien d'un génocide. » Nous, ce qu'on veut, c'est aller au-delà de ces arguments d'autorité et comprendre pourquoi toutes ces institutions et tous ces experts acceptent de qualifier ce qui se passe en ce moment même à Gaza de génocide. Mais pour le comprendre, il faut déjà savoir ce qui s'y passe à Gaza. Et là, on a un problème, c'est que depuis le début du conflit, on est très mal informé. Depuis le premier jour du conflit, Israël empêche les journalistes d'entrer dans la bande de Gaza. Et pour ne rien arranger, les journalistes gazaouis, eux, se font régulièrement tuer par l'armée israélienne. En France, la couverture médiatique est souvent lacunaire. L'arrêt sur image a par exemple bien documenté la faible présence des événements de Gaza dans les journaux télévisés. Et quand on parle de Gaza, le traitement est très souvent asymétrique. Les témoignages des Gazaouis sont beaucoup moins relayés et considérés que les éléments de langage des ministres ou des officiels israéliens. Alors c'est vrai que sur les réseaux sociaux, il y a quelques images qui parviennent à sortir de Gaza. Il y a certaines choses jolies, des scènes du quotidien, mais il y a aussi énormément d'images horribles, des morts, des corps déchiquetés, des choses qui retournent le bide. Ces images qui montrent les effets de la guerre et de la faim, plein de gens ne les voient pas à cause des bulles de filtre que créent nos réseaux sociaux. Et les images, comme toujours dans le cas d'un conflit, mais peut-être singulièrement aujourd'hui avec l'intelligence artificielle et les réseaux sociaux, elles sont parfois manipulées par les propagandes et c'est difficile de démêler le vrai du faux. Du coup, je vais commencer par vous donner un tableau le plus factuel et le plus comblé possible de la situation tant militaire qu'humanitaire à Gaza en vous épargnant les images traumatisantes pour que la vidéo reste tout public. L'idée, c'est de réfléchir ensemble sur cette question du génocide à partir d'une base factuelle la plus fondée possible afin qu'on évite de se dire « je ne savais pas, je savais que c'était grave, mais pas à ce point, j'aurais peut-être dû agir et protester un peu plus ». Allez, même si c'est pas évident, on s'y met. Au moment où je vous parle, à la mi-juillet 2025, la quasi-totalité des 2,1 millions de Gazaouis sont parqués ici, dans l'équivalent de moins de 14% du territoire de la bande de Gaza. Dans les 86% restants,
toute présence palestinienne est formellement interdite. Ces no-go zones se sont progressivement étendues à partir de mars 2025. Quand des Palestiniens tentent de se rendre dans ces zones ou alors refusent de les quitter, ils sont alors visés par des drones qui les tuent. Civils, enfants, c'est pareil. Dès l'été dernier, des soldats israéliens ont témoigné de cette stratégie. Il y a une ligne imaginaire et quiconque la traverse meurt, explique S, un soldat israélien. On s'attend à ce qu'ils comprennent ça dans le sang, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Personne n'indique cette ligne nulle part. On monte un drone à 200 mètres de haut, et on peut voir à 3 ou 4 kilomètres à la ronde, dit Y, un autre soldat en poste à Rafah. Tu patrouilles comme ça, et si tu vois quelqu'un approcher, le premier se prend une grenade, et après ça, le message passe. Un ou deux de plus viennent, et ils meurent, et le reste comprend. Bon, vous voyez que c'est froid et abject. Mais le pire, c'est que même dans les 14% du territoire qui sont censés être sûrs pour les Palestiniens, eh bien Israël bombarde. Il suffit d'une recherche Google pour se rendre compte de la permanence de cette habitude, mais on va s'attarder un peu sur une enquête de la BBC. Entre mai et décembre 2024, le média britannique a constaté et vérifié plus de 100 frappes sur les zones humanitaires et donc prétendues sûres de Khan Younes et de Deir el-Barha, où l'armée israélienne avait pourtant concentré les réfugiés gazaouis. L'armée israélienne ne se contente pas de tuer ou d'expulser les Gazaouis, elle cherche aussi à rendre la bande de Gaza totalement inhabitable. Au moment où je vous parle, Israël a entièrement rasé d'abord des villes au nord comme Jabalia, puis maintenant des villes du sud comme Rafah ou Beit Hanoun. Et en plus des bombardements massifs, Tsahal a aussi utilisé pour aplatir les ruines des maxi-bulldozers blindés Caterpillar importés tout droit des États-Unis. Médias et ONG ont documenté une infinité de cas où l'armée israélienne a choisi de détruire à l'explosif des bâtiments dans des zones qu'elle avait sous son contrôle et qui donc ne présentaient aucune menace militaire. Le ministre de la Défense s'en est même vanté. Après la destruction de Rafah et Beit Hanoun, il n'y a plus de refuge pour le terrorisme. Enfin bon, disons plutôt qu'il n'y a plus de refuge pour personne, tellement ils ont tout rasé. Cette destruction méthodique des conditions de vie dans la quasi-intégralité de la bande de Gaza, elle se vérifie bien dans quelques chiffres. Des chiffres fiables qui nous viennent des bilans de l'ONU et qu'on a toutes et tous besoin d'entendre pour ne pas fermer les yeux sur la réalité et l'ampleur de la dévastation. Depuis le début de la guerre, 90% des bâtiments de Gaza ont été endommagés ou par les bombardements ou par les combats. Il y en a 70% qui sont devenus inhabitables et plus d'un tiers ont été totalement rasés, réduits en poussière et en gravats. C'est dingue. Imaginez un seul instant ce que ça donnerait en France si plus d'un tiers des logements étaient aplatis, rasés, et que 70% étaient inhabitables. Même dans les pires guerres de notre histoire, on n'a jamais connu ça. Et ça ne s'arrête pas là. En moins de 2 ans, Israël a détruit une grande partie des infrastructures essentielles. La moitié des hôpitaux est totalement HS, 90% des écoles ont été endommagées, et Tsahal a détruit de nombreuses universités, jardins d'enfants, des cimetières, et même 80% des mosquées. Ça, c'est la grande mosquée Omari à Gaza City. C'est un bijou vieux de 1400 ans qui a vu défiler, entre autres, Saladin et Richard Cœur de Lion. Voilà son état aujourd'hui. Avec toutes ces destructions, malgré les tentes et les abris de fortune, on a encore 1,3 million de Gazaouis qui manquent d'éléments essentiels pour s'abriter. Israël a aussi détruit plus de 60% des puits et des usines de dessalement de l'eau. Et même quand elles sont intactes, elles ne peuvent pas toujours fonctionner. Israël ne laisse pas rentrer le fioul indispensable pour les faire tourner. Pour info, Israël a très tôt coupé l'électricité qui entre dans la bande de Gaza. Et entre le 1er mars et au minimum le 9 juillet 2025, aucune goutte de fioul n'est entrée dans la bande de Gaza. Imaginez un peu faire tourner un hôpital ou une usine de dessalement d'eau si vous n'avez ni électricité ni fioul pour alimenter les groupes électrogènes. Ce blocus sur le fioul est vraiment violent. Et niveau agriculture, en avril 2025, seuls 5% des terres agricoles de la bande de Gaza étaient encore accessibles aux Gazaouis. Le reste a été totalement ravagé ou alors interdit d'accès. Ce qu'il faut bien comprendre là, c'est que cette destruction massive des bases matérielles de la vie à Gaza, elles sont totalement intentionnelles. C'est pas de simples dommages collatéraux qui arrivent lors des guerres. Pour preuve, voici quelques déclarations.
Le ministre des Finances de Netanyahou, Bezalel Smotrich, a dit et répété en mai 2025 que la bande de Gaza allait être totalement détruite. Mais dès le début, en octobre 2023, on a Talil Gottlieb, un député du parti de Netanyahou, le Likoud, qui a déclaré qu'il allait falloir utiliser une arme de destruction massive pour, je cite, pas seulement raser un quartier, mais écraser et aplatir Gaza. Avec leur monde en ruine, la survie des Gazaouis dépend encore plus qu'avant de l'aide humanitaire. Et le truc, c'est qu'Israël contrôle absolument tout ce qui rentre dans la bande de Gaza. Électricité, fuel, nourriture, médicaments, abris, tout est entre les mains d'Israël. Et depuis le début de la guerre, Israël a systématiquement empêché l'aide humanitaire d'entrer à Gaza en quantité suffisante. Et quand on écoute les déclarations des dirigeants, on se rend compte que c'est absolument pas surprenant. Yoav Gallant, alors ministre de la Défense, avait annoncé dès le 9 octobre 2023 un siège complet de Gaza. Il promettait pas d'électricité, pas de nourriture, pas d'eau, pas de carburant. Tout est fermé. Nous combattons des animaux humains et nous agissons en conséquence. Toujours en octobre 2023, Israël Katz, alors ministre de l'énergie et des infrastructures, déclarait « C'est fini. Sans carburant, même l'électricité locale sera coupée en quelques jours et les puits cesseront de fonctionner en une semaine. C'est ce qui doit être fait à une nation de meurtriers et de bouchers d'enfants. En clair, tous les Gazaouis sont coupables et doivent mourir. » En novembre 2023, Itamar Ben-Gvir, alors ministre de la Sécurité nationale, déclarait lui « Tant que le Hamas ne libère pas les otages, tout ce qui doit entrer à Gaza, ce sont des centaines de tonnes d'explosifs depuis l'aviation et pas un gramme d'aide humanitaire. » Lui aussi était très clair, hein, tant que le Hamas libère pas les otages, alors tous les Gazaouis doivent mourir faute d'aide humanitaire. Femmes, enfants, vieillards, civils, combattants, tous. Vous avez dû vous en apercevoir, la plupart de ces déclarations ont été faites juste après les attaques du 7 octobre. Donc on pourrait se dire, ok, c'est des déclarations génocidaires, mais ça a été fait sous le choc, sous le coup de l'émotion, ils voulaient pas vraiment dire ça. Mais le truc, c'est qu'on retrouve des déclarations similaires beaucoup plus récentes. Itamar Ben-Gvir, toujours lui, et toujours ministre, nous disait par exemple en avril 2025 un truc qu'on a entendu. Il ne faut pas, je cite, laisser rentrer le moindre gramme de nourriture ou d'aide dans la bande de Gaza. Et en juillet 2025, rebelote le même Ben-Gvir, il faut arrêter toute aide humanitaire à Gaza. On a vu les intentions des ministres de Netanyahou et c'est pas joli. Regardons maintenant ce qui est vraiment entré à Gaza. Quelle aide humanitaire est parvenue aux Gazaouis? Vous voyez ici le nombre de camions qui entrent chaque jour à Gaza depuis novembre 2023 jusqu'à janvier 2025. La première chose qui saute aux yeux, c'est que le niveau d'avant-guerre de 5 à 600 camions jour n'a depuis plus jamais été atteint. Et surtout, on remarque qu'à partir de mai 2024, l'approvisionnement se met à décliner. Bien souvent, on est en dessous de 100 camions par jour et très régulièrement, on s'approche de zéro. Et pour janvier 2025, le dernier mois mesuré, la moyenne quotidienne est à 18 camions par jour pour approvisionner 2,1 millions de Gazaouis. Je sais pas si vous réalisez, hein. C'est 18 camions pour l'équivalent de Paris. Sans surprise, faute d'approvisionnement en nourriture, la famine se répand. D'après l'ONU, on a une personne sur 4, soit quand même 500 000 personnes qui souffrent de sous-nutrition catastrophique. Ça, c'est la famine, quelque chose qui peut vous tuer en quelques semaines ou quelques jours. À ces personnes en situation catastrophique, faut ajouter 1 million de Gazaouis qui, eux, vivent une situation d'urgence. On parle là de niveau de sous-nutrition qui augmente déjà la mortalité. Ça veut dire qu'on a 3 Gazaouis sur 4 qui risquent de mourir de faim à plus ou moins long terme. Ça, c'est notre situation en juillet 2025. Et cette famine catastrophique, faut bien comprendre que c'est un choix délibéré d'Israël. Le 7 juillet 2025, on a l'UNRWA, c'est l'agence de l'ONU en Palestine, qui déclarait avoir 180 millions de repas qui attendent simplement le feu vert d'Israël pour entrer à Gaza. En bloquant ces repas, Israël prive une population déjà affamée de l'équivalent d'1 mois complet de nourriture pour tout le monde. Ça, c'est un exemple récent qui vient de l'ONU, mais de nombreuses ONG ont documenté depuis assez longtemps ce que tout le monde peut voir. Israël utilise la faim comme une arme de guerre pour affaiblir les Palestiniens, quitte à les laisser mourir. Et ça, c'est complètement contraire au droit international qui oblige la puissance militaire occupante à protéger les civils. Mais pour acheminer le peu d'aide humanitaire qui entre à Gaza, Israël a décidé de ne plus s'appuyer ni sur les organisations humanitaires de l'ONU, ni sur les
les associations humanitaires internationalement reconnues. Elle utilise plutôt une organisation privée israélo-américaine créée pour l'occasion, la Gaza Humanitarian Foundation. Chargée des distributions d'aide alimentaire et sanitaire, c'est cette organisation sans expérience ni légitimité qui organise en ce moment même la pénurie à Gaza. Autour des points de distribution d'aide humanitaire, les massacres se multiplient. Simplement, entre mai et juillet 2025, plus de 800 personnes ont été tuées en cherchant à obtenir un peu d'eau ou un peu de nourriture pour échapper à la famine. Dans le journal israélien Haaretz, des soldats ont témoigné avoir tiré sur la foule lors de ces distributions, même quand les gens ne présentaient aucune menace. Un autre média israélo-palestinien, l'excellent magazine Plus 972, raconte que des Palestiniens désespérés ont donné un nom à ces courses de la mort pour ne pas laisser leur famille mourir de faim. Ils parlent de Hunger Games, soit la famine, soit le risque de se prendre une balle. D'autres Palestiniens appellent ça 1, 2, 3 soleil. Bon, merci l'humour noir, mais vous voyez quelle terrible horreur Israël réserve à ces Palestiniens affamés. D'ailleurs, Israël a un usage stratégique de ces points de distribution de nourriture. Elle les a placés consciemment au sud de la bande de Gaza afin d'obliger les réfugiés à quitter le nord ou le centre de la bande de Gaza. Bref, on le constate, Israël a transformé ce qui devait être une aide humanitaire en moyen pour faire plier les civils gazaouis. C'est pourquoi l'historien Jean-Pierre Fillus appelle ça une aide inhumanitaire. Cette aide inhumanitaire, Jean-Pierre Fillus l'a vue de ses propres yeux. Il a passé un gros mois à Gaza entre la fin 2024 et le début 2025. Il a témoigné de tout ça dans un livre, Un historien à Gaza, un livre que je vous recommande vraiment. Pour illustrer jusqu'où va cette aide inhumanitaire, Jean-Pierre Fillus a documenté un fait complètement sidérant. Pendant des mois, l'armée israélienne a aidé des gangs de pillards à dévaliser les convois d'aide humanitaire. À ce moment-là, on est dans la zone des pillards. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans une zone sûre, loin de là. C'est-à-dire que les Israéliens vous laissent dans une zone qui est ouverte aux gangs, gangs qui ont généralement partie liée avec l'armée israélienne. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils opèrent là, vu qu'ils opèrent adossés à la frontière israélienne, avec souvent des armes israéliennes et un soutien logistique, voire militaire. Fillus n'invente rien, on a le chef des pillards, Yasser Abou-Shebab, qui a déclaré dans un entretien à une radio israélienne pouvoir se déplacer librement dans les zones qui sont sous contrôle de l'armée israélienne et communiquer régulièrement avec elle. Organiser le pillage d'une aide humanitaire à une population affamée, bravo l'armée autoproclamée la plus morale du monde. Mais la faim n'est pas la seule à affaiblir les corps et à tuer. Dans son livre, Fillus raconte comment, faute d'abri et de chauffage, il y a des bébés qui, l'hiver dernier, sont morts de froid malgré tous les efforts désespérés de leurs parents. Beaucoup de Gazaouis meurent aussi d'absence de soins. Ça peut être faute de dialyse, faute d'un traitement contre le cancer, ça peut être lors d'un accouchement, à l'occasion d'une infection ou simplement parce qu'on a eu la diarrhée. C'est clair, à Gaza, il n'y a pas que les balles et les bombes qui tuent, mais malheureusement, comme on va le voir tout de suite, elles ont beaucoup tué et elles tuent encore. C'est le moment d'aborder le bilan de la guerre et des bombardements. D'après les derniers chiffres publiés par le ministère de la Santé du Hamas à Gaza, des chiffres considérés comme fiables, il y avait déjà, à la mi-juillet 2025, plus de 58 000 morts directs et près de 140 000 blessés. Parmi ces morts directs, 17 921, soit plus de 30%, sont des enfants. 17 921. Plus de 9 500 morts sont des femmes et plus de 4 000 des personnes âgées. Enfants, femmes et personnes âgées totalisent donc 55% des victimes directes identifiées. Bien entendu, rien ne garantit que les 45% d'hommes tués de plus de 18 ans étaient tous des combattants du Hamas, loin de là. D'après plusieurs études, on peut estimer que 80% des tués sont des civils. Cette proportion est cohérente avec un chiffre qui vient du renseignement américain qui estimait à 10 à 15 000 le nombre de combattants du Hamas tués en janvier 2025. Ce qu'il y a de ballot, c'est que la même source nous dit que depuis le 7 octobre, le Hamas aurait réussi à recruter 15 000 nouveaux soldats. Autrement dit, depuis cette guerre totale contre le Hamas, le nombre de combattants du Hamas serait ou resté stable ou aurait peut-être augmenté. C'est efficace de tout détruire et d'affamer la population.
Parmi les blessés, on retrouve notre proportion de 30% d'enfants, mais on a aussi un chiffre qui fait froid dans le dos qu'a sorti l'Office de l'ONU pour les droits humains en Palestine. Chaque jour, depuis le début de la guerre, on a 10 enfants qui sont amputés de une ou de deux jambes. Chaque jour depuis le 7 octobre. Chaque jour, depuis le 7 octobre 2023, on coupe des jambes à 10 enfants. Parmi les civils tués par l'armée israélienne, malheureusement, les humanitaires, les soignants et les journalistes sont particulièrement touchés. L'ONU rapporte que au moins 1580 soignants et 483 humanitaires ont été tués depuis octobre 2023. Et chez les journalistes, l'ONU compte 226 assassinés depuis le début de la guerre. À nos 58 000 morts directs, documentés et identifiés, il faut ajouter au moins 11 000 personnes disparues, ensevelies sous les décombres des bombardements. On arrive donc à environ 70 000 morts, soit 3% de la population de Gaza avant le 7 octobre. Il faut bien entendu ajouter 6% de blessés. La propagande israélienne tente de minimiser ce chiffre de 3% de tués. Et c'est vrai que si on n'y réfléchit pas, on peut peut-être se dire que 3%, c'est pas si énorme. Pour vous donner une idée, le même pourcentage appliqué à la France, ça nous ferait 2,1 millions de morts, soit quasiment la population entière de Paris intramuros. Bon, et si jamais, malgré les JO et malgré la Ligue des Champions, la perspective d'éliminer d'un coup des millions de Parisiens, ça vous semble pas si effrayant, dites-vous que 2,1 millions de personnes, c'est les populations cumulées de Marseille, de Lyon, de Strasbourg et de Nantes. Tout ça, on les zigouille d'un claquement de doigts. C'est ça, 3%. Et 6% de blessés, c'est 4,2 millions de personnes, soit Marseille, Lyon, Strasbourg et Nantes, plus Paris. Donc vous vous rendez compte un peu de l'ampleur du carnage qui se passe à Gaza. Autre point de comparaison, la pire guerre qu'ait connue la France. La Première Guerre mondiale, que tout le monde a décrit comme la plus grande boucherie. Elle a tué 4,3% de la population française en 5 ans. Là, à Gaza, on est à 3% en 18 mois. On est donc face à un carnage. Mais quand on écoute les dirigeants israéliens, faut dire qu'on n'est pas surpris. En octobre 2023, on a Isaac Herzog, le président de l'État d'Israël, qui déclarait à propos de Gaza, c'est toute une nation entière qui est responsable. C'est pas vrai, cette rhétorique selon laquelle les civils ne seraient pas conscients, ne sont pas impliqués. C'est absolument faux. En novembre 2023, on a le ministre du patrimoine de Netanyahou, Amichai Eliyahu, qui déclarait qu'il fallait utiliser une arme de destruction massive, pourquoi pas une arme atomique, et qu'après tout, on n'a pas fourni d'aide humanitaire aux nazis. Vous avez compris l'esprit, tous les Gazaouis sont coupables, ils sont tous nazis, pas d'aide humanitaire, et pourquoi pas une bombe atomique. Petit point, culture biblique, en évoquant une déclaration de Bezalel Smotrich, le ministre des Finances, en novembre 2023. Il déclarait « Nous ne nous arrêtons pas tant que le peuple d'Amalek n'est pas définitivement détruit. » Si vous n'avez pas la rêve, dans la Bible, durant l'exode des Juifs hors d'Égypte, Dieu aurait ordonné l'extermination des Amalécites, le peuple d'Amalek. Va maintenant, frappe Amalek, tu ne l'épargneras point. Tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Dans le contexte israélien, où évidemment tout le monde connaît ce verset du livre de Samuel, difficile d'appeler plus clairement à la destruction totale, non du Hamas, mais du peuple gazaoui tout entier. J'ajoute, pour être complet, que Netanyahou lui-même a mobilisé cette référence au peuple d'Amalek dans son discours d'entrée en guerre en octobre 2023. Souviens-toi de ce que Amalek t'a fait, est-il écrit dans la Bible. Nous en souvenons et nous luttons. Et pareil qu'avec l'aide humanitaire, il faut pas croire que ces menaces de destruction totale soient cantonnées au début de la guerre, à octobre-novembre 2023. En mars 2025, on a Israël Katz, qui entre-temps a été promu ministre de la Défense, qui a menacé la population gazaoui de destruction totale et de dévastation si les derniers otages n'étaient pas rendus et si le Hamas n'était pas chassé. והחמאס לא יסולק מעזה, ישראל תפעל בעוצמות שעוד לא הכרתם. Petit rappel, nos civils gazaouis, ils sont occupés à essayer de ne pas mourir de faim. Ils ont donc pas trop le temps et encore moins d'énergie pour aller se battre contre les restes de la milice armée qu'est le Hamas. Et toutes ces déclarations, je me permets d'insister, c'est des ministres et des présidents. C'est pas des obscurs mecs qui s'excitent sur une chaîne de télé. C'est des gens qui décident de la politique israélienne. On comprend donc un peu mieux le carnage, l'ampleur des morts civiles, des femmes et des enfants. D'autant qu'il y a des chances que le chiffre de 58 000 morts qu'on vous a
données jusqu'à présent, il soit sous-estimé. Pourquoi? Parce qu'il ne compte que les morts directes et documentées par le ministre de la Santé du Hamas à Gaza. On a une étude qui est parue dans The Lancet début 2025 qui a montré, en recoupant à la fois la liste de morts officielles donnée par le ministère de la Santé avec d'autres sources, comme les déclarations de morts violentes par tir ou bombardement sur les réseaux sociaux, que la liste du Hamas, elle pourrait sous-estimer de 40% l'ampleur des morts directes. Si on suit cette étude, on serait donc aujourd'hui à quasiment 100 000 morts directes, soit 4,4% de la population de Gaza avant le 7 octobre. Dans l'article du Lancet, les chercheurs utilisent une méthode classique et éprouvée sur les théâtres de conflit. Mais il se pourrait qu'il y ait certaines morts qui soient comptées à tort. Bref, la réalité des morts directes se situerait quelque part entre les deux chiffres. J'insiste, on ne compte là que les morts directes par explosion ou par balle. Mais dans les guerres, il faut aussi compter les morts indirectes, les morts de froid, les morts de faim ou les morts de maladies évitables, par exemple. Et dans des conflits aussi violents, plus la guerre dure, plus il y a de morts indirectes. En 2024, des chercheurs ont rappelé que dans des conflits à haute intensité, comme c'est le cas à Gaza, la littérature scientifique documente que pour chaque mort directe causée par la guerre, on aurait entre 3 et 15 morts indirectes sur le long terme causées par le conflit. Si on fait comme les chercheurs et qu'on retient un ratio prudent, conservateur de 4, ça veut dire qu'on pourrait s'attendre à avoir à long terme à Gaza plus de 230 000 morts indirectes causées par les famines, par les maladies que la guerre a générées. Vous voyez que les 58 000 morts, c'est vraiment une limite basse. Si on ajoute les 11 000 corps au moins qui sont sous les décombres, on est à 70 000. Et si on ajoute l'estimation des morts indirectes, on aurait à long terme 300 000 morts de la guerre à Gaza. Bref, 14% de la population gazaoui de 2023 périrait à cause de la guerre qu'Israël mène à Gaza. Comme d'habitude, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de dire que ce ne sont que des estimations. On pourrait très bien, par exemple, avoir moins de morts indirectes. Mais dans tous les cas, on ne connaîtra le nombre réel de victimes que plus tard, et donc très probablement trop tard. Mais peu importe où on se trouvera exactement dans la fourchette, il y a une chose qui aujourd'hui est d'ores et déjà certaine. Les pertes humaines à Gaza, elles sont effroyables. Et même celles et ceux qui ont échappé pour le moment à la mort et à la famine, ils sont piégés dans une situation intenable, faite de Hunger Games et d'aide inhumanitaire. Maintenant qu'on a le tableau général, il faut qu'on affronte la question: pourquoi aujourd'hui de plus en plus d'experts et des experts, des historiens du génocide acceptent de qualifier ce qu'Israël est en train de mener à Gaza de génocide? Écoutons d'abord Omer Bartov, un chercheur israélien spécialiste des génocides. Now, ethnic cleansing can be defined as the attempt by one ethnic group or national group to remove another ethnic group from a territory it wants for itself. But when that ethnic group has nowhere to go and is constantly displaced from one so-called safe zone to another, being relentlessly bombed, starved, and decimated, ethnic cleansing becomes genocide, as was the case in several well-known genocides of the 20th century, such as that of the Herero in German Southwest Africa in 1904, now Namibia, the genocide of the Armenians in 1915, and indeed the Holocaust, which began with a German attempt to expel the Jews and ended up with a murder when it turned out they had nowhere to go. Intéressant. On comprend d'abord qu'un génocide, c'est pas nécessairement tuer tout le monde tout de suite. En réalité, les chercheurs spécialistes des génocides s'accordent pour dire qu'en général, un génocide, c'est un processus. Il y a des étapes. On ne passe pas d'un coup d'une situation où il ne se passe rien à on va tuer tout le monde. L'utilisation du terme génocide est encadrée par le droit international et définie à l'article 2 de la Convention des Nations Unies pour la prévention et la répression du crime de génocide qui date du 9 décembre 1948. Le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel. Voici ces 5 types d'actes. Si on prend un par un les 5 actes constitutifs du crime de génocide, à Gaza, on est sûr d'avoir le 1, les meurtres de membres du groupe. On a aussi le 2,
atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe. Et on a le 3, soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Pour le point 4, les mesures visant à entraver les naissances au sein d'un groupe, on a l'ONU qui estime que la sous-nutrition, le blocus sur le fioul, la pénurie organisée de médicaments ainsi que la destruction massive des lieux de soins, ça va dans ce sens. Pour le point 5, le transfert forcé des enfants, là c'est clair, on l'a pas. Il suffit qu'un seul des 5 types d'actes qu'on vient de voir soit commis intentionnellement dans le but de détruire tout ou une partie d'un groupe pour que des actes soient qualifiables juridiquement de génocide. Dans le cas de l'offensive israélienne à Gaza, il semble assez clair qu'on en a au moins 3. Et juridiquement, il n'existe pas de seuil, de nombre de morts ou de part de la population minimale pour qu'un massacre soit qualifiable de génocide. Un exemple pour illustrer, c'est le massacre de Srebrenica. Ça, c'est une ville de Bosnie où, en juillet 1995, des Serbes ont massacré de sang-froid des Bosniaques. Ce massacre a été considéré comme un génocide par la Cour internationale de justice. Pourtant, il n'y a eu que 8300 Bosniaques tués, une très faible proportion du groupe ethnique total des Bosniaques. On comprend donc que l'argument « Israël n'a pas tué tout le monde à Gaza » n'est pas un argument valable pour écarter la qualification de génocide. En revanche, il y a un critère indispensable pour constituer un génocide, c'est l'intention de ceux qui le commettent. L'intention de détruire tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel. Si pendant une guerre, une armée tue des membres d'un groupe sans avoir l'intention de détruire tout ou en partie ce groupe comme tel, alors on parlera peut-être de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, mais on ne parlera pas de génocide. Dans notre cas, plusieurs spécialistes des génocides, comme les historiens israéliens Omar Bartov et Ras Segal, ont alerté très tôt, dès octobre ou novembre 2023, que les déclarations des présidents, des ministres ou des généraux pouvaient laisser présager du pire. On vous a lu ces déclarations, elles ne souffrent d'aucune ambiguïté. La liste n'est pas exhaustive, mais elle suffit à montrer que dans chacun des cas, les Gazaouis sont déshumanisés. Les civils et les militaires sont amalgamés. Tout le monde, même les enfants, est tenu responsable de l'attaque du Hamas. Les Gazaouis sont même identifiés à un peuple ennemi fondamental, le peuple d'Amalek, qu'il faut détruire comme tel. Bref, on a tous les éléments d'une intention génocidaire, d'un discours d'État qui favorise et encourage les premières étapes de l'élimination d'un groupe, et en l'occurrence d'un groupe national, les Palestiniens, et précisément la partie qui vit à Gaza. L'intentionnalité qu'on a essayé de vous prouver ici par des déclarations peut aussi se déduire de choix militaires. Je pense ici au bombardement indistinct de civils, à l'organisation méticuleuse de la famine par blocage de l'aide humanitaire et à la destruction méthodique de toutes les bases matérielles nécessaires à la vie du peuple de Gaza. En janvier 2024, à la demande de l'Afrique du Sud, la Cour internationale de justice a estimé qu'il était plausible que les Palestiniens de Gaza subissent un génocide. La Cour a donc validé que, dès les premiers mois de l'offensive, Israël manifestait des actes et des intentions qui pouvaient mener jusqu'au génocide. La Cour a alors ordonné à Israël, entre autres, d'arrêter de tuer autant de civils, femmes et enfants, de laisser entrer suffisamment d'aide humanitaire et de sanctionner les incitations explicites et publiques au génocide. Ainsi qu'on l'a montré, Israël ne s'est plié à aucune de ces injonctions de la Cour internationale de justice. Les bombardements massifs se sont poursuivis, tuant de nombreux civils. La situation humanitaire n'a eu de cesse de se dégrader à cause des blocus et des destructions. Et encore au printemps 2025, des ministres ont multiplié des déclarations génocidaires en toute impunité. À ces manquements aux injonctions de la Cour s'ajoutent les faits que nous avons établis ensemble. Israël détruit méthodiquement la bande de Gaza. Israël inflige intentionnellement des immenses souffrances au peuple palestinien en bloquant l'aide humanitaire. Et tout récemment, en juillet 2025, le gouvernement israélien a annoncé planifier un plan de nettoyage ethnique pour expulser hors de la bande de Gaza le peuple palestinien qui ne le veut pas et pour le moment n'a nulle part d'autre où aller. Est-ce que tout ça satisfait aux critères de détruire intentionnellement tout ou une partie du peuple palestinien comme tel? La justice devra trancher, mais pour le moment, de très nombreux spécialistes du génocide pensent que oui. Et quelle que soit l'issue juridique de cette affaire, il y a une chose qui est certaine, parler de génocide pour qualifier l'action d'Israël à Gaza, ça fait sens, c'est tout à fait légitime. Et parler dès maintenant de génocide, c'est d'autant plus important que pour tous les États qui ont signé la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide, des États dont la France et même Israël
Israël font partie, alors prévenir et dénoncer un génocide en cours, c'est une obligation. Donc parler d'un génocide en cours à Gaza, c'est mettre les États, et pour nous, la France, face à sa responsabilité historique, face aux dizaines de milliers de morts et à la famine organisée, la France va-t-elle enfin réagir et tout faire pour empêcher que se poursuive et s'aggrave ce génocide, ce crime des crimes, comme on dit. Qu'on appelle l'action d'Israël à Gaza un génocide, un nettoyage ethnique, un crime de guerre ou encore un crime contre l'humanité, il y a une chose qui est certaine, quelle que soit la sémantique, la guerre que mène Israël n'est pas une guerre normale. Les actes d'Israël ne sont ni justifiables ni proportionnés en regard de l'attaque terroriste qu'elle a subie le 7 octobre 2023. Il faut urgemment stopper Israël et son gouvernement d'extrême droite qui aujourd'hui ne mène plus une guerre seulement contre le Hamas, mais contre le peuple gazaoui lui-même. Se mobiliser maintenant est d'autant plus urgent que le gouvernement fondamentaliste israélien conduit en ce moment même un projet fou. Ériger dans le sud de Gaza un camp de concentration humanitaire pour y parquer l'essentiel des réfugiés gazaouis. Quid des Palestiniens qui refuseraient? Ils seraient immédiatement considérés comme des terroristes du Hamas et pourraient à guise être éliminés. Voilà pourquoi il faut dès maintenant résister aux forces du chaos pour ne pas se rendre complice. C'est d'autant plus important que l'Occident est complice de ce génocide. Si Israël parvient à mener cette guerre depuis 1 an et demi, c'est uniquement grâce au soutien massif et non démenti des États-Unis, de Joe Biden, puis de Donald Trump, et en partie grâce au soutien de l'Union européenne. Voilà pourquoi, dès aujourd'hui, la France doit dénoncer l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et Israël. Voilà pourquoi elle doit reconnaître, comme 147 autres pays, séance tenante, l'existence d'un État palestinien. La France doit accepter de traiter Israël, de la sanctionner, de la même façon qu'on a sanctionné la Russie après son invasion unilatérale de l'Ukraine. Bref, la France et l'opinion publique française doivent accepter de traiter à présent Israël comme un État paria, exactement comme on l'a fait avec l'Afrique du Sud de l'apartheid. Mais on ne le fait pas par haine d'Israël, mais on ne le fait pas pour détruire l'État d'Israël, mais simplement pour sauver Israël de lui-même, pour l'empêcher d'aller toujours plus loin dans le génocide et les atrocités contre le peuple gazaoui. Ce n'est qu'à ces conditions que la France et l'opinion publique française seront à la hauteur d'abord du sort atroce que subissent les Gazaouis, ensuite de la justice et du droit international, mais aussi, et eux on les oublie à chaque fois, des centaines de milliers d'Israéliens qui protestent, qui refusent que leur État commette un génocide en leur nom. Là je suis sûr que vous vous dites, t'es bien gentil, tu t'excites, mais qu'est-ce qu'on a comme pouvoir? Qu'est-ce qu'on peut faire comme différence, nous citoyens, à notre échelle? Si vous vous dites ça, c'est sûr que c'est pas gagné. Mais oui, chaque citoyen individuellement ne représente qu'une toute petite force, c'est vrai. Mais c'est en multipliant ces petites forces, en boycottant, en allant en manif, en vous informant, en faisant circuler les informations autour de vous, en alertant, en agissant, c'est en faisant tout ça qu'on peut faire basculer l'opinion publique et enfin emporter, ici comme ailleurs, l'action des gouvernements. Ça a marché avec l'Afrique du Sud. Il n'y a aucune raison que ce soit impossible avec Israël aujourd'hui en 2025. Nous, en tout cas, on essaye de faire notre part avec cette vidéo et avec d'autres. Vous en retrouverez certaines sur Osons Causer, sur YouTube, et d'autres sur notre site Osons Comprendre. D'ailleurs, si vous voulez découvrir le meilleur de notre travail et surtout nous soutenir, n'hésitez surtout pas à vous abonner à notre site. Il n'y a que comme ça qu'on peut faire de telles vidéos et de telles recherches. Notre taf d'information, il dépend entièrement de vous. D'ailleurs, j'insiste, là, cette vidéo, vous vous rendez compte, elle va un peu percuter les algorithmes. Il y a génocide prononcé toutes les 3 secondes. Du coup, si on veut qu'elle existe, qu'elle ait une chance de toucher un autre public, on dépend vraiment de vos likes, de vos commentaires, de vos partages. Donc n'hésitez surtout pas à faire tourner cette vidéo, à la partager à votre famille, à vos amis, à vos proches. Sinon, on n'a aucune chance d'exister dans les algorithmes. On compte sur vous pour tout ça et on vous remercie. Je vous souhaite un excellent été et je vous dis à bientôt. Soyez forts et puis surtout, force aux Gazaouis et aux Palestiniens. Ciao!